Nous allons commencer maintenant. Donc bonjour Olivia, bonjour Sarah, Kim, Eric. Merci beaucoup de participer à ce webinar du mois d'octobre. Donc aujourd'hui, on a une centaine de personnes invitées. Je vois que dans les chiffres, on est déjà une vingtaine connectés. Donc aujourd'hui, l'objet de la discussion, et pour l'avoir préparée hier, vous allez voir qu'elle est riche et qu'elle est assez passionnante. Donc on a déjà vu avec les invités qu'on allait prendre un peu plus d'une heure aujourd'hui, exceptionnellement, parce qu'on va forcément déraper. Et donc l'idée aujourd'hui, grand public, finance responsable et ISR, comprendre les attentes des consommateurs et améliorer la lisibilité des offres. Vous allez avoir des chiffres, vous allez avoir des exemples. Je pense qu'on va faire un peu de philosophie aussi, on l'a vu hier soir en présentant et en réfléchissant. Vous allez voir, ça va être passionnant. Donc juste l'idée derrière, une très rapide présentation. Donc c'est Scale Risk et les AFR qui vous proposent ces webinaires mensuels. Donc Scaleris, dont je suis le représentant, qui est une plateforme ESG de réconciliation de données et d'aide au choix des fournisseurs de données extra-financiers, et les AFR qu'on ne présente plus. Alors peut-être, Sarah, on les présente plus ou on les présente encore? Je ne sais plus. Allez, on les présente encore, mais je pense que la meilleure façon de présenter les AFR, c'est peut-être de laisser la parole à Olivia, qui est la présidente des AFR. Et comme ça me permet de basculer vers la présentation de nos invités discrètement, en commençant par les dames. Pour ma part, je suis la secrétaire générale de l'association. Je travaille aussi en tant que consultante avec Scale Risk. C'est pour ça que je vous connais un petit peu tous les quatre. Mais du coup, Olivia, à toi la parole, si tu nous parlais un petit peu de toi, des AFR, avant qu'on attaque sur le sujet d'aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc Olivia Blanchard, comme l'a dit Sarah, présidente des AFR. Pour ma part, je suis compliance officer depuis 13 ans sur les marchés financiers et depuis 1 an et demi, donc maintenant présidente et cofondatrice de cette magnifique association dont l'objet est de regrouper, rassembler des hommes et des femmes engagés pour une finance responsable et avec pour mission de rassembler, d'informer, d'accompagner et de former sur tous les sujets relatifs à la finance responsable. Donc c'est pour ça aussi que nous sommes là aujourd'hui. Et Voilà. d'organiser des soirées, Olivia. Et d'organiser des soirées également. Ça fait partie de rassembler, mais effectivement, on se rassemble dans des soirées qui sont parfois assez sympas, maintenant qu'on est post-Covid. Donc la prochaine, je ne sais pas si vous avez entendu, le 14 décembre. Donc, Visiblement, voilà. ouais. Date à confirmer, on valide tout ça, et normalement dans les locaux de Scale Risk. Si la conversation d'avant-webinaire a fonctionné, ce sera en tout cas voilà, C'est pour le mois bientôt de un engagement. décembre. Et locaux confirmés, mais vous aurez de nos nouvelles. Et effectivement, maintenant que le Covid est enfin à peu près terminé et qu'on peut circuler avec un pass sanitaire, on peut se voir en vrai, passer des bons moments, faire bouger et animer un petit peu la communauté. Donc, super nouvelle et vivement de vous revoir tous en vrai. Donc voilà, et du Vas-y, coup, il Olivia. y a peut-être juste ici membre ambassadeur et membre adhérent, nos deux communautés. Donc Kim est notre membre ambassadeur représentant et Eric, notre membre adhérent. Voilà, je vous laisse la parole. Merci, Olivia. C'est à nous alors. Ouais. Bonjour, donc Kim Nguyen. Moi je suis membre ambassadeur des AFR, effectivement, que j'ai rejoint il y a presque 1 an maintenant, je crois. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans le conseil financier, donc mon background historique, c'est la finance pure et dure. Et il y a 2 ans, j'ai créé un cabinet qui s'appelle Kermit, qui est entièrement dédié à l'accompagnement sur les sujets de finance responsable, notamment à destination des institutionnels, qui est ma clientèle historique que je connais bien, et des sociétés de gestion aussi que j'accompagne sur les problèmes de conformité, de mise en place de stratégies ISR. Et je travaille aussi, comme Olivia d'ailleurs, parce qu'on est non seulement commun aux AFR, mais on est aussi auditeur pour le label ISR, parce qu'on est tous les deux accrédités par l'AFNOR pour auditer dans le cadre du label ISR, dont on reparlera probablement dans le cadre de ce webinaire. Voilà. Eric, je passe le relais. Alors, moi, c'est Éric Blin. Je suis gérant de la société Solares, que j'ai créée avec un associé en 2004, où nous nous sommes spécialisés tout de suite dans l'investissement éthique, responsable, ISR. Et j'ai créé depuis le début de l'année une autre société qui s'appelle Claw in the Sky, dont l'objectif c'est de proposer des investissements bas carbone avec un alignement à 1,5 degré. Et je suis membre de l'AFR depuis moins longtemps que Kim, mais très heureux d'y être.
Sarah, juste avant de démarrer, je précise une chose pour nos invités qui voudraient prendre des notes, qui sont studieux. L'intégralité, évidemment, des slides vous seront envoyés à l'issue du webinar. Et regardez-les vraiment parce qu'on a appris beaucoup de choses. Et je le dis pas à chaque fois, mais là, le support est vraiment extrêmement intéressant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le relire. Merci beaucoup Hugo, et j'ai même pris un petit peu d'avance puisque j'ai mis le support tout en haut sur le chat pour ceux qui veulent l'avoir de leur côté en complément. Comme ça, il vous sera aussi envoyé par mail, mais ça évite la question qui tombe à chaque fois. Est-ce qu'on peut avoir le support? Oui, aucun souci, évidemment. Peut-être d'autres précisions rapidement. Donc, dans le chat sur votre droite, vous pouvez poser toutes vos questions. L'événement va se dérouler en 2 parties. D'abord, une partie avec une question pour chacun de nos invités, puis un débat, ou en tout cas une question-débat sur laquelle on va pouvoir tous échanger. Et enfin, en 2e partie de webinaire, on va répondre à toutes vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à en poser au fur et à mesure. On les récupère, on en discute, c'est le but, il faut que ce soit au maximum animé, et c'est tout l'enjeu. Peut-être du coup un petit point rapide avant d'attaquer sur notre thème du jour. Donc le thème du jour, comme tu le disais Hugo, c'est grand public, finances responsables et ISR, comprendre les attentes des consommateurs et améliorer la lisibilité des offres. On espère que ce thème vous plaira. Nous, comme tu le disais Hugo, on s'est beaucoup amusé à le mettre en place et à y réfléchir, puisque on a eu beaucoup de chance finalement. À la fin du mois de septembre, il y a différents sondages qui ont été publiés et qui nous ont permis de mieux comprendre finalement les attentes des consommateurs, leur compréhension des produits qu'on propose, la place de l'ISR dans tout ça, les enjeux liés aux différents produits. Plus précisément, il y a eu 3 sondages. On a eu d'abord un sondage du FIR, donc du Forum de l'investissement responsable, qui était en partenariat avec l'IFOP, et 2 sondages de l'AMF, qui étaient, eux, en partenariat avec le CSA et Opinionway. Ces 3 sondages, ils nous ont permis de nous faire une meilleure idée finalement de la perception des épargnants par rapport aux produits responsables et aussi de l'offre qui est actuellement disponible. Donc les questions qu'on va se poser aujourd'hui finalement, c'est quelles leçons tirer de ces différentes études? Comment on peut améliorer la lisibilité des produits? Quel avenir aussi pour le label ISR? Et toutes ces questions, donc ce sont Olivia, Eric et Kim qui y répondront aujourd'hui. Et on va attaquer direct dans le vif du sujet parce qu'effectivement, comme tu le disais Hugo, il y a beaucoup à dire et chacun a pas mal de choses à partager. Donc on va attaquer peut-être avec Kim d'abord. Je vais te laisser la parole pour répondre à une première question finalement au regard de ces sujets et aussi bien sûr de tes connaissances. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les produits qui sont proposés sur le marché? C'est quoi finalement un produit responsable aujourd'hui pour l'épargnant final? Est-ce qu'il y en a beaucoup sur le marché? C'est quoi la lisibilité de tout ça? Est-ce que tu peux, Kim, nous en dire plus? Et C'est à toi de jouer. c'est une question qui a l'air simple, mais qui en fait est assez qui appelle une réponse assez compliquée pour plusieurs raisons. La première, je pense que il faut qu'on soit clair, c'est exactement comme si on demande à quelqu'un dans la rue s'il est responsable. Déjà, il y a un biais comportemental, c'est-à-dire que personne ne va oser dire non, je ne suis pas responsable. Forcément, tout le monde est un peu responsable. Ensuite, on a un problème, c'est responsable tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est responsable de quoi? Donc, si on ne précise pas le sujet, c'est une question qui est difficile à amener de ce point de vue-là. Et puis après, il y a des niveaux de responsabilité, hein. En français, on dit bien plus ou moins responsable. Donc, ça veut dire qu'il y a des niveaux de responsabilité différents. J'ajouterais une dernière dimension par rapport à ce dernier point, c'est que le fait que ce qui est responsable pour quelqu'un ne l'est peut-être pas forcément de la même manière pour quelqu'un d'autre. Donc, on a une notion aussi relative. Donc, on a un gros flou là-dessus, parce que déjà, pour définir le périmètre, il faut déjà qu'on puisse s'entendre sur la définition. Et c'est ce que je vous ai mis là, c'est qu'on n'a pas une définition de la finance responsable. Je vous en ai mis 2 qui se rapprochent un petit peu, hein. C'est une de l'Observatoire de la finance durable et une du FIR que tu évoquais tout à l'heure, Sarah. Donc, on a des définitions, mais elles ne sont jamais exactement pareilles. Donc, déjà, à partir du moment où on n'a pas une définition commune, on va avoir un problème de définition du périmètre. Donc, comment on peut savoir aujourd'hui où est-ce qu'on en est sur les encours? Alors, on a plusieurs approches. La première, c'est celle qui fait un peu référence, mais qui commence à être ancienne. C'est une étude de l'AFG, que l'AFG, l'Association française de gestion, fait une fois par an, mais là, la dernière date de 2019, donc ça commence à dater un tout petit peu. Et puis, elle a aussi un autre biais, c'est qu'elle est basée sur la réponse des membres de l'AFG, qui ne sont pas la totalité, hein, mais c'est 90% des encours gérés en France. Et donc, on a un premier aperçu qui montre aussi déjà les limites, hein, puisqu'on voit qu'il y a une progression entre 2018 et 2019. Mais ce que vous voyez sur le graphique au-dessus, c'est qu'il y a 2 approches possibles
de la gestion responsable. Donc même là, dans les réponses, on a des niveaux d'implication qui peuvent être différents, avec un niveau très très pointu, la gestion ISR qui représente 546 milliards d'euros, d'après l'étude de 2019, et les autres approches, 1,3 milliard. Sur 4 milliards total d'encours sous gestion en France, ça veut dire qu'on s'approcherait des 50% de la gestion collective en France qui serait qui aurait une approche plus ou moins responsable. Alors déjà, ça fait un petit peu beaucoup, mais avec le biais que j'évoquais tout à l'heure, ça, on est sur une base déclarative, sur une étude. Est-ce qu'on n'a pas possibilité d'avoir une autre approche? Alors l'autre approche qu'on peut avoir, c'est alors, en plus, je ne vais pas préciser, mais sur l'étude, c'était pour la suite. L'essentiel des encours qui sont identifiés viennent des institutionnels. Les particuliers représentent une part relativement faible, moins de 25% des encours totaux. Mais si on veut avoir une autre dimension par rapport à ça, une dimension où on a un peu plus, on a une autre vision des choses, on peut regarder les labels. Pourquoi les labels? Parce que là, si vous êtes labellisé, vous répondez à un cahier des charges. Donc, c'est déjà une autre façon de voir les choses, mais on a une approche un petit peu plus carrée. Donc, les labels, c'est quoi? En France, on en a 4. Pour mémoire, le label ISR, qui est le premier label en France et en Europe, 787 fonds, 5 fonds, 147 sociétés de gestion, 603 milliards d'euros, qui est un label très large, très inclusif, on aura l'occasion d'en reparler, qui est en pleine évolution, puisqu'il a une nouvelle gouvernance depuis quelques semaines. Et puis, on a 3 labels qui sont plus des labels de niche, plus d'impact, Greenfin, France Relance et Finansol, qui est le label historique en France. Il y a un 5e label qui est un label qui appartient au syndicat, qui est réservé, mais c'est un créneau très particulier que je ne vais pas aborder ici. Mais dans l'ensemble, si on fait le total de ce qui est labellisé en France, on arrive à peu près à 660 milliards d'euros. Une autre vision des choses et qui n'est pas tout à fait les mêmes encours que ceux qu'on avait évoqués tout à l'heure. Autre manière de voir les choses, c'est potentiellement la classification européenne, puisqu'on a un cadre européen qui a été fixé il y a quelques mois, qui dit on va éviter effectivement les problèmes de greenwashing, c'est-à-dire de dire que tout le monde définit ce qu'il entend par responsable et tout le monde met ce qu'il veut dans les cases. Nous, au niveau européen, on va définir une classification. On va imposer à tout le monde de classer ses produits selon 3 niveaux. Les niveaux article 6, c'est-à-dire mon produit n'a aucun intérêt pour la finance responsable. Article 8, il est un petit peu responsable, c'est-à-dire il prend en compte un certain nombre de critères, ce qu'on appelle les critères ESG. Ou article 9, c'est vraiment mon produit essaie vraiment de changer les choses et est très très avancé dans les questions durables. Donc on a 3 classifications sur lesquelles aujourd'hui on a du mal à avoir du recul. On n'a pas de stats complètement définis là-dessus. Alors, il y a des sociétés de gestion qui annoncent des pourcentages importants de leur gamme qui sont en article 8 ou en article 9. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'instant, c'est autodéclaratif. Donc, c'est les sociétés de gestion qui décident de classer selon les critères. On n'a pas de vérification ou d'encadrement. Ce n'est pas un label. Les stats qu'on a aussi, c'est au niveau européen. Morningstar, donc une société qui couvre un peu tout ça, nous dit en gros, il y a 30% d'article 8 et 3% d'article 9 au niveau européen. Ce qui permet un peu de cadrer le débat. Si on reporte ces stats au niveau français, vous voyez qu'on arrive avec quelque chose qui est encore un petit peu plus différent. C'est-à-dire que si on vise l'approche très très stricte, on est à 148 milliards d'encours. Alors, on est loin de ce que reportait l'étude AFG ou même de ce qu'il y a sous les encours des labels. Donc, on voit un petit peu que ça nous donne un panorama de ce qui existe. Mais la limite de tout ça, comme je viens de l'évoquer, c'est qu'effectivement, on n'arrive pas à s'entendre parce que, comme le dit l'Inspection générale des finances dans son rapport sur le label ISR, on a un problème, c'est qu'on n'entend pas la même chose dans les appellations. Tout le monde ne cherche pas à faire la même chose avec l'ISR. On a des stratégies qui sont très, très différentes. Et le sous-jacent de tout ça, qui sont les données, ce qu'on appelle les données ESG qui sous-tendent tout ce process, elles appartiennent à des agences, elles ne sont pas faites de la même manière. Donc, on a un panorama qui est effectivement extrêmement diversifié, qui est difficile à lire. Et du coup, c'est très compliqué pour l'épargnant ou pour les investisseurs institutionnels, soyons clairs, pour s'y retrouver là-dedans et savoir ce qu'il veut faire et comment il va intégrer ça dans sa finance propre. Super, merci beaucoup Kim, c'est parfait et c'est très clair. J'en profite tout de suite pour te poser une rapide question de la part d'Eric. Bonjour Eric. Il nous demande simplement si les chiffres que tu indiques excluent les gammes ETF. Est-ce que tu peux simplement peut-être préciser en quelques secondes sur ce sujet? Je dirais que l'ETF, il est marginal dans le label ISR, donc ça, de toute façon, on en a très très peu. On a les gammes Lixtor, je crois, qui viennent d'intégrer, mais il n'y en a pas beaucoup dans le label ISR dans l'absolu. Sur l'AFG, je pense que tout ce qui est, alors ça dépend ce qu'on entend par ETF, mais tout ce qui est gestion indicielle pure doit être intégré dedans. Je pense que tout ce qui est ETF sous forme complexe ou sous forme structurée ne doit pas être dedans.
je ne pense pas que ce soit des encours gigantesques en France, hein, de toute façon, parce que même chez les instituts, ce n'est pas forcément des produits qu'ils utilisent. Donc, je pense que ça reste marginal par rapport au stade que j'ai avancé. Merci beaucoup, Kim. Donc, merci effectivement pour toute cette présentation, pour tous ces chiffres. On a vu finalement un côté du décor. On va peut-être maintenant voir l'autre avec toi, Olivia. Est-ce que tu peux du coup nous en dire plus par rapport à ces sondages, ce que l'on sait en fait de ce que les Français perçoivent de l'investissement responsable? Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Qu'est-ce qu'on comprend de leur perception par rapport effectivement à ce gros mot responsable et tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur? Comment voient-ils ça? Merci Sarah. Oui, effectivement. Donc, je pense que c'est intéressant. Tous ces sondages nous ont permis, donc j'ai regardé à peu près tous les rapports, tous ces slides, et j'ai essayé de prendre un petit peu de recul et d'en dégager finalement quelles étaient les problématiques aujourd'hui vis-à-vis d'un épargnant par rapport à cet investissement responsable. Déjà, je pense que c'est important, comme disait Kim, de resituer un petit peu dans le contexte. Pourquoi est-ce que finalement aujourd'hui ce qualificatif de investissement socialement responsable existe? C'est pour justement aider les épargnants à redonner du sens à leur argent. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui finalement on va essayer de qualifier un fonds, une société de gestion ou un produit de responsable ou pas, pour se dire ok, moi je suis épargnant, je veux placer mon produit et je veux lui donner de sens dans celui-ci en particulier parce qu'il est qualifié de responsable. Donc ça part d'une bonne intention, d'une bonne volonté. Mais donc, en lisant un petit peu tous ces sondages, ces rapports, on se rend compte de quoi? Comme vient de le démontrer Kim, c'est très intéressant, il y a beaucoup d'offres. Il y a des produits responsables, ça existe, il y en a. Par contre, on se rend compte qu'il y a encore trop peu de ces produits dits ISR qui sont entre les mains des épargnants. Selon donc le sondage de l'IFOP, aujourd'hui, on n'est qu'à 7% de ceux qui possèdent un produit d'épargne et 6% seulement des Français ont investi dans un produit responsable. Alors, c'est en augmentation par rapport à l'année dernière. On est passé de 7 et l'année dernière, on était à 5. Donc, c'est plutôt une bonne chose. On voit que ça augmente, mais quand même, on reste sur des chiffres très, très faibles. Donc, déjà, première problématique, pourquoi est-ce que si peu d'épargnants, finalement, se retrouvent avec ces produits responsables? Deuxième problématique qui se pose finalement à la lecture de tous ces sondages, c'est la méconnaissance des labels. Donc, comme disait Kim tout à l'heure, l'a expliqué très bien, il y a effectivement cet univers de investissement socialement responsable qui est une démarche qui peut être affichée et parfois des sociétés de gestion décident d'aller plus loin en faisant labelliser certains de leurs fonds. Ce qui est important parce que finalement, ce label va apporter, on va dire, une accréditation supplémentaire, sachant que ça répond à un référentiel assez complexe avec 6 piliers qui vont aborder des thématiques telles que engagement actionnarial, transparence des reporting, méthodologie ESG, mesures d'impact, etc. Et tout ça, c'est audité tous les ans par des auditeurs externes. Donc, c'est quand même une démarche qui est un peu plus lourde et poussée. Il faut savoir que la loi Pacte aussi a favorisé le fait qu'il y ait de plus en plus de fonds qui soient labellisés ISR, demandant aux assureurs notamment d'intégrer dans leurs unités de compte au moins une unité de compte en ISR, Finansol ou Greenfin. Mais pour 2022, il va devoir y avoir 3 unités de compte pour ces produits labellisés. Mais là encore, on a une fois un niveau institutionnel, mais si on descend à un niveau des épargnants, on se rend compte de quoi? 71% des Français ne connaissent aucun label. Donc, avec 74% des Français qui n'ont jamais entendu parler du label ISR. On est quand même en train de parler de 600 milliards d'encours sous gestion. Donc, c'est quand même des chiffres assez significatifs. On peut, encore une fois, se poser la question de cette méconnaissance des labels par les épargnants. Ensuite, troisième point, c'est le peu de confiance dans les labels. En effet, on voit à travers, encore une fois, ce sondage que même s'il y a label, finalement, il n'y a pas forcément une confiance de l'épargnant vis-à-vis du label. Pourquoi? On le sait, il y a eu beaucoup d'histoires de greenwashing dans les médias qui vont effectivement dire, voilà, vous pensiez que c'était responsable, mais ça ne l'était pas. Et effectivement, on se retrouve ici dans un problème un peu structurel des marchés financiers où au final, quand ici on parle de label ISR, on va parler de sociétés qui sont cotées. Et donc, dans votre portefeuille, vous allez retrouver du Total, du Adidas ou même de l'Amazon, si vous voulez. Donc, ces sociétés qui ont encore une fois une perception différente. Par exemple, Amazon, c'est un très bon exemple. Un sondage montrait
qu'une partie des Français jugeait et estimait que c'était une boîte responsable, et une autre partie, pas du tout. Donc là encore, on est ici sujet à vraiment de l'interprétation personnelle. Donc quand on est épargnant, on peut se dire, moi, j'estime que d'avoir du Amazon dans mon portefeuille, c'est pas du tout responsable, alors que finalement, ce portefeuille va être labellisé ISR. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le label ISR, ce qu'il faut impérativement comprendre, c'est qu'il intègre une dimension uniquement ESG, donc il prend en compte des critères extra-financiers. Mais il n'y a pas la volonté derrière d'afficher forcément une notion de durabilité. Et c'est là où finalement, parfois, il y a aussi une mauvaise communication, interprétation par rapport à ces produits labellisés. Et c'est pour ça qu'on en viendra un peu plus tard de souffrance de la crédibilité du label ISR en France et pourquoi aujourd'hui on est en train de le réformer. Quatrième point, des idées reçues à combattre, encore une fois, donc l'épargnant, quand vous lui parlez de l'investissement socialement responsable, va penser systématiquement que ça sera moins rentable, que ça sera plus risqué, que ça sera moins liquide. Et j'ai bien aimé celle-ci, les placements responsables sont réservés aux gens qui ont beaucoup d'argent. Voilà. Donc tout ça, finalement, cette liste qu'on vous a mis ici, ça montre encore finalement toutes ces barrières psychologiques, toutes ces croyances de notre société où finalement, si on veut faire de la performance et de la rentabilité, on est dans des modèles économiques très capitalistiques qui polluent. Et si on veut faire quelque chose de bien, on va faire un peu de philanthropie. Mais je pense qu'aujourd'hui, on arrive facilement à réconcilier les deux, comme on l'a très bien démontré. Et enfin, dernier point, donc la complexité de la documentation. Donc c'est des trois sondages qui est apparu, celui de l'AMF et du CSA en juillet, qui va justement porter sur l'information dans la documentation sur les placements responsables. Et il en ressort quoi? C'est que personne ne comprend vraiment cette documentation. Alors le régulateur, il a fait les choses bien pour essayer de simplifier cette documentation, la rendre lisible, il faut regarder une certaine cohérence. Mais là, je vous ai mis un exemple de toutes ces terminologies qui aujourd'hui ne sont pas encore du tout comprises par des futurs investisseurs, par des épargnants, par monsieur et madame tout le monde en fait. Et donc ça, finalement, ça reste aussi une vraie barrière. Alors après vous avoir exposé les problématiques, quand même, quel est le levier d'action aujourd'hui et potentiellement qu'est-ce qu'on peut faire pour y répondre? Donc, il y a aujourd'hui 65% donc des Français estiment que les conseillers bancaires ou financiers sont les personnes les mieux placées, en fait, justement pour les accompagner et les aider dans cette pédagogie pour comprendre cet univers de l'investissement socialement responsable. Petite parenthèse d'ailleurs, donc au sein de l'association, on a ce groupe de conseillers en gestion de patrimoine qui se sont formés, ils sont appelés les CGP responsables et qui justement prennent en compte cette vraie volonté aujourd'hui de leurs clients de vouloir grandir en connaissance sur ce point. Et petite parenthèse également sur le fait que la réglementation elle-même va évoluer, notamment avec MiFID II l'année prochaine, qui va inclure dans les questionnaires connaissances clients des questions spécifiques sur l'ESG. Donc c'est en train de changer et de remettre finalement ces métiers un petit peu au centre de cette problématique. Mais pour conclure, et après je passerai la parole à Eric qui pourra rebondir sur ce dernier chiffre, malgré tout ça, malgré ce rôle central qui est donné aux conseillers, finalement, seulement un Français sur 10 s'est vu proposer un produit responsable par son conseiller. Donc voilà, il y a encore du travail à faire sur tous les plans et c'est pour ça que je laisse la parole à Eric qui, lui, va pouvoir nous parler de son expérience sur ce point justement. Super, merci beaucoup Olivia. Eric, à toi de jouer, effectivement, on te renvoie la balle. Donc 65% des Français pensent que le meilleur intermédiaire pour les informer, c'est leur conseiller. Et en même temps, seulement un Français sur 10 se voit proposer ce type de produit. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle solution? Question de formation peut-être? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet? Alors, je vais essayer de répondre à tout ça avec mon expérience personnelle, pardon. Et je m'excuse pour le bruit s'il y en a un petit peu. Je suis dans une salle de classe à Bruges. J'habite pas là, mais je suis en vacances et il y a des enfants et une dame qui passe l'aspirateur à côté. Bon, en gros, il y a plusieurs. J'ai envisagé qu'il y avait 7 points qui pouvaient rendre la tâche difficile pour les conseillers financiers pour parler de l'ISR. La première, il me semble, c'est notre environnement fiscal qui change toutes les 5 minutes. Alors ça fait partie des
des reproches qu'on peut faire à nos gouvernements successifs qui ont tendance à détricoter des mesures fiscales avec une transposition d'autres métiers qui est un petit peu difficile parce que on parle de l'assurance vie, l'épargne salariale par exemple. On a pas mal de choses qui changent et qui nécessitent un temps de développement avec nos épargnants pour leur expliquer le contexte fiscal de ce qu'on leur propose, du produit financier qu'on leur propose. Et ça réduit considérablement le temps qu'on va consacrer pour parler du sujet purement financier. Il y a un autre sujet qui réduit le temps qu'on peut consacrer pour parler du sujet purement financier, c'est le formalisme et le devoir de conseil. Alors ça, c'est vraiment pénible parce qu'on a énormément de documents à présenter, à faire signer, et aussi des autorités de contrôle qui ont tendance à rendre difficile l'investissement en actions. On sait qu'en France, on a besoin d'aider les entreprises en les finançant, en leur apportant un soutien financier en actions. Mais il faut pas être frileux pour le faire parce que les autorités de contrôle cadrent ça, ce qui est très très bien. Mais ce qui rend le formalisme et l'adéquation au risque notamment un petit peu difficile. Alors il y a un autre point qui est le troisième pour moi, c'est la diversification. Alors j'ai pris un petit slide avec plein de couleurs bonbons acidulés qui vient de Cantalis. Je sais que JP Morgan le fait aussi. Ce document-là présente les rendements par an et sur 15 ans de différents secteurs d'activité. Alors on peut trouver le marché US, l'or, les matières premières, l'immobilier. Et on voit que tous ces secteurs-là vont avoir des rendements qui vont plus ou moins varier, qui vont être tout en haut une année, tout en bas l'année suivante. Et dans les conseils que l'on nous donne aussi, quand on utilise des outils comme Cantalis ou Morningstar, c'est de diversifier les portefeuilles que l'on propose de manière à diminuer le risque, en tout cas la volatilité des investissements qu'on va proposer. Alors évidemment, quand on parle d'ISR ou quand on a une réflexion sur des enjeux extra-financiers, à partir du moment où on multiplie les acteurs, ou en tout cas les fonds, pour proposer une allocation, on risque de tomber dans l'écueil de donner trop d'informations ou d'arriver enfin justement d'avoir du mal à arriver à donner une information simple. Il y a un autre sujet, pour moi c'est le quatrième point, c'est la foultitude des offres qui existent. Alors on a plus de 50 000 fonds qui sont disponibles, 825 sociétés de gestion, etc. Enfin, on a vraiment pas mal de choses qui se créent, de très bonnes choses d'ailleurs. L'offre, elle se précise et elle s'améliore avec le temps. Avec de l'autre côté, alors j'ai mis à droite plein d'exemples d'enveloppes fiscales dans le cadre duquel on peut investir. Donc on peut investir des fonds dans de l'assurance vie, sur des contrats de capitalisation, de l'épargne salariale, sachant par exemple que l'épargne salariale est un sujet dans le sujet. C'est-à-dire que dans nos métiers, très souvent, le sujet financier est totalement secondaire, voire tertiaire. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup plus de temps à expliquer la technique d'une épargne, comme l'épargne salariale, qui est assez complexe. Et après, le sujet financier devient complètement secondaire. Donc, après, revenir sur un discours simple. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est convaincu on est un conseiller financier convaincu, on a envie de faire des choses, et de raconter une histoire, mais de la manière la plus simple, ben, c'est pas facile. On prend mon cas, je suis un adepte de Jean-Marc Jancovici que j'ai écouté il y a 12 ans la première fois. Comme tous les conseillers financiers, on est abonné à l'info durable, où on a plein d'infos sur l'actualité dans ce milieu-là.
À titre personnel, je suis très sensible à la relocalisation industrielle, par exemple en France, au circuit court. J'ai pas de voiture électrique, enfin, j'ai même pas de voiture. J'essaie d'acheter français, je prends pas l'avion, etc. Et comment faire pour arriver à trouver quelque chose de transcrire ça de manière correcte pour mon épargnant. Et je vous donne un exemple d'allocation que j'ai fait pour plusieurs de mes épargnants, où je propose en moyenne, ça dépend des investissements qui sont faits, mais entre 8 et 9 fonds différents. Et là, j'ai relevé les certificats, les normes ou notations que j'ai vues dans les reportings mensuels ou les fiches d'information qu'on voyait sur la documentation financière, et qui donnent un aperçu du nombre d'acteurs et de la difficulté pour avoir un discours le plus simple possible et synthétiser tout ça. Il y a énormément d'acteurs avec quelquefois des positions qui peuvent se contredire. Donc ça, c'est un vrai problème. Le point 6, ça c'est quelque chose qui m'embête moi personnellement beaucoup. Le label Greenfin, qui était avant le label Tech, qui a une position qui supprime l'ensemble de la filière nucléaire. Et ça, je comprends pas du tout pourquoi. J'avais vu dans un récent sondage que 43% des Français sont des pro-nucléaires. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si ces 43% des Français qui sont potentiellement aussi des épargnants pourquoi ils n'ont pas forcément la bonne green attitude. C'est dommage que cette position de Greenfin supprime le nucléaire, et savoir quels sont les arguments scientifiques qui permettent de prendre cette position-là. Sachant que, par exemple, l'AIE, enfin l'IEA en anglais, mais qui est l'Agence internationale pour l'énergie, se positionne de manière claire par rapport à ça. C'est pour faire une transition énergétique et essayer de faire en sorte d'avoir réduire nos émissions, on ne peut pas se passer du nucléaire. Donc c'est dommage que des labels verts zappent la filière nucléaire. Un dernier point aussi sur la cohérence. Alors des exemples comme ça, j'en ai plein. Alors ça, c'est du vécu, parce que j'avais lu les lignes d'investissement avec un client sur des fonds que je lui avais proposés. Et il y avait un fonds qui s'appelait, j'ai mis Heureux Travail, en fait. Je l'ai francisé, évidemment, c'est pas comme ça. Et un autre fonds qui s'appelait Solutions Super Écolo. Et l'objectif, toutes les allocations étaient labellisées. Et dans un des fonds, j'avais du Ferrari, parce que Ferrari était une entreprise qui était retenue pour des critères objectifs de valorisation du travail, donc ce qui était très très bien. Et j'avais d'autres fonds qui parlaient plutôt, qui avaient une orientation plutôt climat, donc émissions carbone. Et là, Ferrari, évidemment, c'est beaucoup moins bien. Donc la question, c'est de savoir par pas les obligations de diversification, mais le fait de proposer différents fonds ISR avec des méthodologies et des réflexions qui sont différentes, on peut se retrouver avec des lignes d'entreprise qui finalement se contredisent dans l'histoire qu'on raconte. Et ça, c'est un vrai problème. Merci beaucoup, Eric. C'était très intéressant. Effectivement, on se rend compte que rien n'est aussi simple qu'on le croit, surtout du point de vue d'un conseiller. Et effectivement, ce dernier point de cohérence est très intéressant parce que ça sous-entend que quand on va aller discuter avec notre client, on va devoir lui dire, vous préférez quoi? Alors, est-ce qu'on fait plutôt du social ou du climat? Parce que je vous préviens, si je fais du social, je ne peux pas forcément faire du climat, et inversement. Et c'est très intéressant en termes de positionnement. Pour continuer justement sur ces questions de qu'est-ce que la responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire investissement responsable, j'aimerais qu'on discute rapidement tous les trois d'un sujet qui vous plaît beaucoup, j'en suis persuadée, et qui mérite débat, c'est celui du label ISR. En effet, comme vous le disiez tout à l'heure, je crois que c'est Kim qui nous disait ça, ou Olivia, le label vient de changer de gouvernance.
Et donc forcément, il est depuis un certain temps sous le feu des critiques parce qu'on lui prêterait voilà, une certaine notoriété et en même temps parfois un message qui n'est pas forcément clair pour l'épargnant final. Plein de questions qui se sont posées et du coup, j'aimerais qu'on puisse avoir un peu votre point de vue sur le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire ce changement de gouvernance? Est-ce que vous pensez que le label va évoluer? Si oui, qu'est-ce que vous voudriez voir en termes d'évolution dans ce label? On va peut-être commencer honneur aux dames par Olivia. En plus, comme tu le disais tout à l'heure avec Kim, vous avez ce positionnement tous les deux d'auditeurs sur ces questions. Donc, vous êtes franchement sur le terrain pour parler du label ISR. Alors, si on avait le droit de faire un petit peu notre wish list aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez pour le label ISR de demain? Cher comité de gouvernance, on a des demandes, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous écoute. D'ailleurs, dans le comité, on a une membre AFR. Hein. Bingo. Adhérente, pas ambassadrice, mais quand même. C'est déjà pas mal. On a eu une réunion hier et on a fait passer des messages. Enfin, non, il y a des messages qui doivent remonter par notre Génial. structure. Ouais, exactement. Très bonne nouvelle. Alors, on vous écoute. Je pense que c'est un bon signal qui est ce changement de gouvernance pour apporter un peu de sang neuf et améliorer peut-être changer. Après, moi, je suis plutôt partisane de dire on avait quand même construit un cadre qui est intéressant. Ça sert pas à grand-chose, je pense, de tout brûler et de recommencer à zéro. Mais par contre, de faire évoluer l'existant en le rendant plus strict et plus cohérent, même avec ce qui se passe dans les autres pays européens sur les labels concurrents, je pense que ça a un droit de regard. Je pense que Kim, pour le coup, est un peu mieux placé là-dessus parce que c'est l'expert des labels européens où il arrive à comparer par rapport à la France, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un niveau d'exigence de certains labels dans des pays voisins dont on ne fait pas preuve le label ISR et c'est ça aujourd'hui qui lui fait perdre énormément en crédibilité et notamment vis-à-vis de l'épargnant par rapport à cette incohérence sur certaines émetteurs, certains secteurs qu'on va pouvoir retrouver finalement dans un produit labellisé ISR, alors qu'aujourd'hui, il n'aurait pas vraiment lieu d'être, sachant qu'il porte quand même le nom de responsable. Mais je sais que voilà, il y a des discussions. Je sais que la grosse question va être est-ce qu'on va aller vers de l'exclusion ou pas? Si oui, bah dans quel secteur et comment, pourquoi, etc. Je pense que ça va être un petit peu l'enjeu aussi. Donc voilà un petit peu moi ce que je pense pour ma part sur ces évolutions. Et pour info, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller lire le rapport de l'Inspection générale des finances de décembre 2020, où vraiment il y a un certain nombre de points qui ont été remontés et des points très intéressants sur les évolutions qui aimeraient être vues sur le référentiel du label. Voilà. Kim, je te laisse. Ouais, je vais du coup reprendre aussi les questions ne sont pas dans l'ordre, mais la dernière question du chat, elle est intéressante puisque elle est sur la question de Geoffrey sur le pourquoi, vu l'urgence environnementale, on n'a pas un label uniquement climatique. Je crois qu'il faut se souvenir de l'origine du label ISR, c'est ça qui est important de voir. C'est que le label ISR, il a plusieurs finalités au départ. C'est l'un des plus anciens et il a plusieurs finalités. Il a une finalité, ce qu'on appelle inclusive, c'est-à-dire ça a été un choix du gouvernement de dire on fait un label extrêmement large, par opposition à des labels très pointus. Donc, il n'y avait pas de thématique dedans. Et l'idée était à la fois de servir effectivement de repère, parce que c'est un label, hein, ça sert à ça. C'est un repère dans le monde de la finance pour dire, voilà, là, on est sur des fonds qui sont plutôt responsables. Mais il avait deux autres finalités qui sont plus ou moins avouées, mais qui sont réelles. La première, c'était de faire évoluer les pratiques de place, c'est-à-dire de dire à partir du moment où des gens rentrent dans le label, effectivement, une société qui met 2-3 fonds dans le label ISR, elle va acquérir des moyens. Donc, l'idée, c'est qu'elle fasse évoluer ses pratiques sur l'ensemble de sa gamme. Et ça, c'est un but qui, quand même, a été assez largement atteint, je pense. On n'en parle pas beaucoup, hein, mais les sociétés de gestion ont quand même changé pas mal de choses. Et puis le dernier point, c'est qu'il y a un objectif politique qui est la mise en place d'un écolabel européen où chaque pays veut aussi imposer sa logique. Et donc, l'idée pour la France, c'était d'avoir le label le plus large possible pour pouvoir peser au niveau des négociations sur le futur écolabel européen, sachant que c'est quasiment acquis, parce qu'aujourd'hui, c'est avec la Belgique, qui a l'autre plus gros label européen, c'est les deux plus gros labels qui planent sur l'Europe, hein, de loin, que ce soit en termes de nombre de fonds ou d'encours. Donc ça, c'est un autre objectif qui est un objectif important. Mais il ne faut pas prendre le label ISR pour ce qui est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas un label d'impact, ça n'a jamais été un label d'impact, c'est pour ça qu'on a créé Greenfin à côté. Avec le label d'impact, on voit aussi la différence. Le problème que soulignait Eric tout à l'heure, c'est que quand on dit ce qui rentre dedans ou ce qui ne rentre pas dedans, forcément, du coup, on va avoir des déceptions par rapport à ça. Donc, je dirais le côté un peu
cadre fixe, ferme, etc., qui va se resserrer. Oui, je pense que le label ISR, comme disait Olivier, il ne faut pas le jeter. Hein, et pour moi, ça n'a jamais été question de le jeter. Je crois que c'était vraiment une première étape. Et déjà, il a été revu 3 fois, en fait. 2 fois, vraiment. Le premier était vraiment un nettoyage un peu léger, puis il a été revu 2 fois en 2016 et 2020. Et là, on va vers une prochaine étape, qu'avec le nouveau label, ils ont déjà, enfin, le nouveau comité a annoncé déjà des orientations. On sent qu'effectivement, là, maintenant, on est dans l'étape où on va resserrer les boulons du label. Donc, on va aller vers quelque chose progressivement de plus resserré, de plus restrictif. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir embarqué tellement de sociétés aujourd'hui, d'avoir embarqué tellement d'encours. Petit à petit, on va pouvoir amener tout le monde à progresser. Je pense que c'est la logique. Alors, effectivement, il y a un problème de temps là-dedans. Hein. C'est clair qu'on voudrait tous que ça aille beaucoup plus vite. On voudrait tous que ce soit beaucoup plus rapide. Mais on a un problème déjà de moyens. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même encadrer tout ça. Un label, si on veut qu'il soit respecté et crédible, et on se bat tous les jours avec Olivia sur ce point-là, il faut qu'on fasse respecter évidemment tout ce qu'il y a Les dans auditeurs, c'est important. Voilà, ce que j'ai fait remonter, les commentaires que j'ai fait remonter hier, que j'aimerais bien que les gens du comité du label viennent faire des audits avec nous. Ça, c'est une première chose. Et je pense qu'on a un souci qu'il ne faut pas négliger, qui est un souci méthodologique derrière. Je suis tout à fait d'accord sur la problématique de la transparence, et on en parlait hier avec Eric sur le scope 1, 2, 3, qui reste un vrai problème de. Alors, on ne va pas rentrer dans des détails techniques ici, mais de dire que l'impact carbone, il se mesure de 3 manières différentes. Et effectivement, aujourd'hui, on est très loin d'avoir une transparence absolue sur tous les niveaux de mesure, et même on a des choses un peu contradictoires. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce soit pour les gens qui rentrent dans le label ou pour les gens qui ont de l'impact sur les problèmes climatiques ou au carbone, c'est qu'on a un vrai problème de méthodologie que j'évoquais au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les données, on n'arrive pas à avoir des données fiables. Selon les personnes, selon les sociétés auprès desquelles vous vous adressez, vous avez un vrai problème de remontée de la donnée. Donc, on est encore sur des problématiques méthodologiques qui sont extrêmement complexes. Mais je suis d'accord, il y a une problématique de pointe sur le climat qui me semble importante, mais aussi une problématique qu'il faut embarquer toute la place. On ne peut pas tourner toute la place uniquement sur des problématiques climatiques. On aurait le problème d'ailleurs qu'évoquait Eric tout à l'heure, de diversification, de construction de portefeuille, si on n'avait plus que des choses qui étaient uniquement climat. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il manque des filtres d'exclusion sur le label ISR. C'est le seul label en Europe qui n'impose pas de filtre d'exclusion. C'est pour ça que dedans, vous trouvez des hydrocarbures, des mines, vous trouvez un peu des choses qui peuvent être surprenantes, mais ce n'est pas le but du label. Merci beaucoup, Kim. Et peut-être pour rajouter un petit point, effectivement, je trouvais ça très intéressant, Eric, tu nous mettais en lumière la sortie du nucléaire sur le label Greenfin. Et donc, effectivement, en fait, dès qu'on arrive sur des sujets thématiques, on rentre dans des débats de savoir ce qui est considéré pour les uns responsable, pour d'autres non. Et je connais du monde à la commission qui a dû bien se casser les dents, puisqu'aujourd'hui, on a la taxonomie européenne pour jouer ce rôle-là. On sait aujourd'hui, le sujet du nucléaire, par exemple, pour la taxonomie européenne, a été très compliqué, mais ce sera peut-être finalement le guide qui nous permettra de développer de plus en plus de labels thématiques en disant aujourd'hui, si c'est aligné avec la taxonomie, alors on peut dire que c'est vert. Et de cet instant-là, alors on peut mettre le coup de tampon du labellisateur. Et en même temps, si on prend le point de vue d'Eric de tout à l'heure, par exemple, le nucléaire, il n'est pas rentré dans la taxonomie. On n'a pas réussi à se mettre d'accord là-dessus. Donc, pour l'instant, il a été poussé sur le côté. Ça changera peut-être, ça va être amené à évoluer. Mais encore une fois, en fait, on se rend compte que la perception de ce qu'est l'éthique, le responsable, le durable, change d'un individu à l'autre, change aussi d'un pays à l'autre, parce qu'on a, pour la France en tout cas, par exemple, de vraies raisons politiques de défendre le nucléaire. C'est un fleuron de notre industrie, on est extrêmement développé sur le sujet. Et puis en même temps, si on doit discuter avec des Allemands, de leur côté, ils veulent en sortir. Donc comment on fait pour se mettre d'accord, tous ensemble, collectivement, en Europe? Il y a de vrais sujets, et donc forcément, le sujet de la thématique, en tout cas, de ce qui est durable, est un vrai défi. Mais c'est vrai que ce n'était pas forcément l'objet du label ISR, puisqu'il avait cet exercice de transparence avant tout à avoir. Et il disait, son message de départ, c'était de dire, au tout début, en tant que fonds d'investissement, essayez d'expliquer à vos épargnants dans quoi vous investissez, pourquoi vous le faites, qu'est-ce que vous regardez, et pas forcément qu'est-ce que vous excluez. Mais ça va peut-être être amené à évoluer. Et du coup, Eric, peut-être un mot de ton côté. Qu'est-ce que tu penses justement de ce label ISR? Qu'est-ce que tu attends? Comment tu vois les choses Alors, à l'avenir? sur le label ISR, le risque, c'est d'avoir un spectre d'analyse qui est beaucoup trop large et qui devient donc illisible. C'est ça qui est compliqué. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que nos grands défis, c'est du côté de l'énergie du climat que ça se passe et qui risque de conditionner le reste. Et l'ISR, je trouve ça génial. Moi, j'en vends depuis longtemps, mais arriver à avoir un discours simple, clair, avec un choix argumenté et cohérent
Avec l'ISR, c'est quand même très compliqué. Si le spectre d'analyse est trop large, on raconte une histoire qui est compliquée. Et je pense qu'il faut resserrer. On a des enjeux qui vont être colossaux. Il faut, enfin, c'est ma conviction personnelle, il faut faire des choix et donc recentrer. Je pense que l'environnement va avoir un rôle complètement décisif. Donc, Merci le beaucoup, social et la Eric. gouvernance, c'est important, mais je pense que l'environnement doit. Il y a peut-être des priorités à avoir pour essayer surtout de construire des allocations d'actifs et aussi construire des offres financières qui sont à la hauteur. S'il y a trop d'ingrédients, on aura du mal. Ouais. Très intéressant. Je suis d'accord, mais je voudrais raccorder ça, Sarah, si Vas-y, tu Kim. permets. En plus, je vais Bien permettre sûr. de répondre à une question qui a été posée tout à l'heure. Je suis assez d'accord avec Eric, le problème des priorités, je pense qu'on est tous d'accord. Demain, faire de la finance dans une terre qui ressemble à la Mad Max, je veux dire, ça n'a plus aucun intérêt, quoi. Donc, je pense que là-dessus, dans l'ordre des priorités, on est tous assez clairs. La difficulté, c'est pour répondre aussi à ce que je disais, Julien, au début, sur le pourquoi l'autodéclaration est encore admise, etc. Ce qu'il faut voir, je pense que c'est du point de vue des autorités, on a un double problème quand on est tout en haut. Même si on est d'accord sur les priorités, on a deux problèmes. On a le problème, c'est qu'on est 27 pays, donc je veux dire, voilà, il y a tout le monde, les règles s'appliquent à tout le monde, donc c'est très compliqué d'avoir quelque chose de transversal qu'on puisse appliquer partout de manière uniforme. Et on l'a bien vu dans la discussion sur la taxonomie, hein. La France a défendu une position sur le nucléaire, mais les autres n'étaient pas d'accord, etc. Donc il faut qu'on se mette sur une position commune. Et malheureusement, là, ça n'a pas l'air toujours très facile. Et puis, on a un problème de méthodologie, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas capable de dire, voilà le chiffre qu'on veut, voilà comment il faut le calculer, et là, aujourd'hui, on n'en est pas capable. Et déjà, sur le carbone, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, on avance et il y a plein de méthodologies. Si on regarde les métriques, alors je ne vais pas rentrer dans le détail des techniques, mais sur les articles 173 ou les articles 29, les rapports qu'on a, on a des métriques qui partent dans tous les sens. C'est-à-dire que tout le monde affiche sa propre métrique. Donc, c'est très compliqué d'avoir une méthodologie uniforme. Et là, maintenant, on parle de la même chose sur la biodiversité. Donc, tant qu'on n'a pas une méthodologie, c'est difficile de dire voilà la règle. Et pour l'instant, c'est pour ça que je pense qu'on est un petit peu bloqué au niveau européen. Et puis, ça se diffuse petit à petit, parce que tous les pays se mettent dans la brèche. Et puis, du coup, voilà, du coup, ça ne redescend pas au niveau des pays. C'est pour ça que les articles 6, 8, 9, pour répondre à la question de Julien, aujourd'hui, ne sont pas obligatoires, c'est autodéclaratif. Alors, est-ce qu'il y aura une vérification ultérieure? Oui, forcément, à un moment, on va y passer. Et d'ailleurs, l'AMF a émis sa propre doctrine, alors Sarah connaît ça mieux que moi, mais la 2020-03, qui vient compléter l'article et qui est là du ressort de l'AMF. Donc l'AMF peut faire des contrôles ou des remarques à ce sujet. Donc on va vers un resserrement des choses. Mais ce n'est pas évident quand même, quand on y réfléchit au niveau européen, d'avoir quelque chose de transversal, unique, imposé. C'est pour ça, sinon on l'aurait déjà fait. Hein. Mais c'est pour ça que c'est compliqué. Je pense qu'on est sur une vision moyenne qui complique les choses, clairement. Peut-être, Kim, pour compléter ta réponse au sujet de la question de Julien. Donc, Julien nous dit le 22 octobre dernier, donc il y a quelques jours, l'AES a retoqué le système d'autoclassification des sociétés de gestion. Pourquoi? Parce que, pour information, pour ceux qui les ont loupés, on a les RTS qui sont sortis, donc qui concernent finalement la réglementation SFDR et la façon dont on va indiquer ce qu'est un article 6, 8, 9. Et effectivement, alors je le dis tout de suite, ça fait 170 pages, je n'ai pas tout lu, donc je ne détiens pas la vérité pour le moment. Donc si un jour j'ai l'info, je vous la fais passer, mais pour l'instant, pas de certitude. En tout cas, effectivement, de ce que j'ai lu, il y a vraiment un sujet où ils nous disent attention, vous ne pouvez pas vous auto-classifier comme ça. On ne peut pas automatiquement se dire moi je suis article 9, mon truc c'est super durable, j'ai plein d'objectifs. Non, moi je suis article 8. Oh, je fais un peu de ESG, mais on verra. Donc finalement, ce que nous dit le régulateur, c'est attention quand même, vous ne pouvez pas aussi facilement que ça vous dire article 8, article 9. Et donc, il va y avoir forcément un sujet de dire comment on fait pour savoir si on est article 8 ou 9. La question des évaluations externes peut être un sujet. J'ai pas encore trouvé dans les lectures que j'ai eues, et c'est que le début, on pourra, à mon avis, on fera même un webinaire sur le sujet pour débriefer en détail de quoi il s'agit et comment ça va se passer. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a une alerte qui dit encore une fois, c'est hyper difficile de s'auto-proclamer parce qu'on n'a pas les métriques en face pour pouvoir s'analyser, quelles métriques on prend. Après, effectivement, ça évolue le sujet de la comparaison entre ces indicateurs, ces métriques carbone versus ces métriques biodiversité. On le voit dans la réglementation SFDR, sur les PAI. Sur le carbone, ça y est, c'est clair. La réglementation nous a donné un document clair, nous a dit voilà la formule de calcul, merci d'appliquer. C'est très froid.
tant mieux. Après, effectivement, la donnée de départ, elle est peut-être pas tout à fait qualitative, mais au moins la formule sera demain la même pour tout le monde. On pourra donc se comparer. Par contre, si on regarde le PAI qui concerne la biodiversité, donc l'indicateur biodiv, je peux vous dire que celui-là, il est encore très flou finalement. Ils nous disent, alors est-ce que vous pouvez nous donner un pourcentage de zones sur lesquelles les entreprises auraient un impact potentiel sur la biodiversité? Comment ça, un pourcentage de zones? C'est quoi la distance? Est-ce que je prends une usine, je fais les 10 km autour, les 20, les 30, les 100? Est-ce que c'est dangereux si je suis proche d'une zone protection naturelle? Qu'est-ce que ça veut dire finalement? C'est pas très clair. Et donc, on sait bien que l'année prochaine, les entreprises qui vont pouvoir essayer de reporter sur cet indicateur et donc en bout de chaîne, les institutions financières qui vont réconcilier toutes ces infos, elles vont pas avoir des chiffres comparables les uns avec les autres parce que la métrique, elle n'est pas encore très claire. On a un petit peu de mal à se mettre dedans. Et forcément, il y a un vrai travail sur la donnée de départ. Et je pense que Hugo est bien placé pour le savoir du fait de l'activité de Scale Risk qui traite ces questions de données. On en traite tous les jours et on en parle beaucoup. Il y a encore énormément à faire et on est sur un monde en pleine évolution. Peut-être pour enchaîner, ce sera une question pour toi, Olivia. Je vois qu'on a quelqu'un qui nous pose des questions sur les CGP responsables. Je vais te laisser y répondre. La personne nous dit, est-ce que c'est un mouvement à proprement parler? Est-ce qu'on peut retrouver ses membres? Comment on fait? Olivia, minute communication pour l'association. Communication, effectivement. Les CGP responsables, je pense qu'on peut parler d'un mouvement maintenant qui est en train de se créer. Je pense. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, c'est un des métiers, une des professions qui est venue naturellement en fait au sein de l'association. Aujourd'hui, je pense que c'est le groupe le plus représenté. Il doit y avoir à peu près 35-40 CGP qui sont dans les CGP responsables. Comment y participer? Il faut être adhérent de l'association et ensuite vous avez un Simon qui est un super coordinateur qui introduit les gens, qui vous place dans des sous-groupes de travail en particulier sur les thématiques qui vous intéressent. Et donc voilà, l'objectif c'est de faire effectivement avancer le métier sur toutes ces questions de pédagogie, de relation avec le client, comment est-ce que je peux l'amener à des réflexions sur des investissements responsables, c'est quoi exactement un investissement responsable, comment je fais moi en tant que CGP pour trouver ces produits responsables, comment je les comprends, comment je les lis, quelle histoire je raconte. Donc il y a vraiment tous ces challenges aujourd'hui qui sont étudiés au sein du groupe et il y a des sous-groupes par thématique avec notamment des événements sur l'économie sociale et solidaire, parce qu'il n'y a pas que le climat, quand même, j'aime bien le préciser. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on fait, tout simplement. En fait, on est parti, juste pour préciser ce que dit Olivia, parce que je fais partie du groupe aussi, même si je ne suis pas CGP, je suis CIF, moi. Mais, il est partout dans l'association. Ouais. Le groupe s'est structuré. En fait, on a été un peu surpris par la progression. Au départ, on était 4-5, et puis là, maintenant, on est 35. On a dû se structurer, effectivement, et on tourne autour des questions qu'évoquait Olivia. Et c'est assez symptomatique, je trouve, de tout ce qu'on traverse là dans la présentation d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est parti à 4-5. Au début, on était tous d'accord sur tout. Et à 35, on a des débats maintenant, ça part dans tous les sens, qui sont vraiment fondamentaux, philosophiques, presque comme disait Hugo, sur effectivement qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire, quelle définition on doit adopter. Et donc, c'est très structurant et c'est super intéressant. Après, pour revenir à la question aussi, je ne sais pas la question dans quel sens elle a été posée, si c'est pour nous rejoindre en tant que CGP ou si c'est pour trouver un CGP, parce que ça, c'est une autre question. Et je vais renvoyer la balle dans le camp d'Olivia là-dessus. Alors, c'est pour trouver un CGP. Nous, on ne fait pas de recommandations. Vous allez voir qui sont nos membres ambassadeurs. Voilà, c'est les membres ambassadeurs. On a passé du temps avec eux, on passe des entretiens, etc. Mais après, c'est pas l'objet de l'association de recommander des CGP. Chacun choisit. Pas encore. Pas encore. Voilà. Et peut-être en complément, on est en discussion justement sur ces sujets-là parce que des questions nous ont été posées. On nous a demandé si on pouvait potentiellement avoir un répertoire, si on pouvait les identifier. La question qu'on s'est posée, nous, de notre côté, c'est dire si on vous recommandait quelqu'un demain, il faut qu'on soit sûr de la personne, de ses actions. Et donc, où est-ce que ça nous emmène? Peut-être demain sur une charte, peut-être demain sur une labellisation aussi de gestionnaire de patrimoine. C'est des projets, c'est des vrais chantiers pour le coup. Et à 35, ils ont le temps de se réfléchir à tout ça. Il y a du boulot. Mais voilà, on est très ouvert sur le sujet pour construire des choses demain. Donc, s'il y a des gens à qui ça parle et qui ont envie de s'engager aussi à nous aider à co-concevoir peut-être demain une façon de pouvoir identifier ces CGP, avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus, on a besoin de bras, on a besoin d'aide, et peut-être qu'on pourra vous dire dans un an ou deux, oui, on a un vrai répertoire de CGP, oui, ils sont audités, on a contrôlé, tout roule, vous pouvez y aller les yeux fermés, mais pour l'instant, on n'est qu'au début encore, c'est les balbutiements, donc pas possible pour le moment.
Et la responsable du chantier vient de se dénoncer, donc vous voyez, vous la voyez dans le chat, elle est là. Et pour info aussi, on est en contact avec toutes les chambres professionnelles des CGP. On les a à peu près tous rencontrés, sauf une qui se passe cette semaine, justement pour aussi avoir un dialogue avec les associations professionnelles du métier en France, sur place, etc. Donc on travaille pas seul dans notre coin. On essaye vraiment, comme on dit, de faire ce mouvement et puis d'embarquer le plus de monde possible sur ce sujet. Juste pour, je voulais rebondir sur la question de Philippe parce que je pense que c'est quelque chose dont on a discuté hier avec Eric et qui me semble intéressant sur le mensonge et le problème de greenwashing, sur le problème de DWS cet été, qui a annoncé des encours ISR beaucoup plus importants que ce qu'ils avaient dans manifestement que ce qu'ils avaient vraiment dans leur gamme. C'est un truc super important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça, la lutte, c'est la lutte contre le greenwashing, si vous voulez. S'il suffit de mettre une plaquette avec des éoliennes et des enfants qui courent dans le soleil couchant ou un ours polaire pour être responsable, ça ne marche pas, quoi. L'ours polaire, c'est un vrai débat qu'on a eu aux AFR qui nous choque beaucoup. Voilà. Et je suis assez d'accord sur l'idée qu'il faudrait que ça évolue. Le problème, c'est que c'est très, très difficile. Et en tant qu'auditeur sur le terrain, je peux vous dire, on se bat contre ça, mais c'est très, très difficile parfois de voir au travers du greenwashing quand vous avez une société qui coche les cases, quoi. C'est difficile de voir quelle est la sincérité. Et je pense que tout ce qu'on a ici, et c'est le débat qu'on avait hier avec Eric, la discussion, je pense qu'on était d'accord là-dessus, mais c'était de dire, bah oui, mais ce qu'on cherche, c'est l'intentionnalité, en fait. C'est ça, c'est que c'est pas non seulement qu'on coche les cases, mais qu'on soit sincère dans notre démarche, qu'on soit vraiment, qu'on choisisse vraiment de s'attaquer au problème, pas parce qu'il faut cocher des cases ou pas parce qu'on veut être article 8 ou article 9, mais parce qu'on a une démarche au fond qui est vraiment responsable. Et ça, en tant qu'auditeur et en tant qu'analyste et en tant que CGP, c'est très très compliqué de trouver des structures qui sont vraiment sincères dans leur approche de A à Z, quoi, et qui font pas ça juste parce que ils veulent mettre un ours polaire sur la plaquette ou parce qu'ils veulent avoir le label ISR et puis ça présente bien, mais qui sont dans une démarche sincère, quoi. Et c'est là où c'est très très difficile, honnêtement, pour l'avoir démonté plusieurs fois et pour en avoir eu des cas avec Olivia, parfois c'est très très difficile d'aller au bout du bout et de voir la réalité des choses qu'il y a derrière, quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que moi j'aimerais bien juste reprendre les commentaires de Stéphane. Je vais commencer par un qui me tient à cœur. Non, mais un qui me tient à cœur parce que c'est très vrai, j'adore. Et merci Stéphane pour ça. La question du climat a au moins deux enjeux, l'énergie et l'agriculture / les forêts. Ne jamais oublier que la partie agricole-forêt a un impact équivalent à celui de l'électricité. Merci Stéphane. D'ailleurs, je fais finance et agroforesterie s'il y en a que ça intéresse. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand même, on se rend compte, et ça, quand j'étais membre du jury de la trophée de la finance responsable, on a analysé beaucoup de fonds. Et quand on regardait, finalement, on allait dans le détail de ces fonds, on regardait ligne par ligne. Si un fonds aujourd'hui veut avoir un stamp vert, se dire voilà, je vais être bas carbone, etc., trajectoire à 1,5 et tout, finalement, ils vont tous plus ou moins investir dans les mêmes sociétés qui vont être sur les énergies renouvelables ou dans des constructeurs automobiles qui vont faire que des voitures, qui promettent que faire des voitures électriques, etc. Mais aujourd'hui, on oublie quand même l'agriculture et la transition fondamentale à laquelle on fait face. Alors, on en parle beaucoup de l'agriculture, mais surtout, on parle de révolution agricole avec tout ce qui va être technologie, digitale et numérique. Mais nous, on est les AFR et on parle du vivant. Et donc, on oublie les forêts, on oublie la nature, tout simplement, qui fait partie intégrante et fondamentale de cette transition agricole. Et aujourd'hui, malheureusement, contre l'énergie, les énergies renouvelables, ça pèse pas lourd, alors qu'on sait très bien qu'on a deux puits carbone essentiels, les forêts et les océans. Donc, merci Stéphane pour la petite aparté et la petite précision quand même là-dessus. Et il y a un autre, il a posé une question sur le nucléaire est loin d'être un secteur anodin, risque de prolifération, lien avec le militaire, gestion des déchets, risque d'accident, cycle du combustible amont et en aval. Il me semble très difficile de faire du nucléaire un objet d'investissement banal. Qu'en pensez-vous ? Très bonne question. On peut passer, vous avez 5 heures. Est-ce que tout le monde a du temps? Ça va prendre un moment. On rentre toujours sur ce sujet du nucléaire avec des positions qui sont dans un sens, dans l'autre. Je pense que c'est très flou. En 30 secondes chacun pour, contre, bien au contraire. Olivia, peut-être, chacun son tour.
Du coup, oui, par rapport, qu'est-ce que j'en pense? Je suis entièrement d'accord avec la réflexion de Stéphane. C'est pas un sujet neutre. Effectivement, on voit qu'il y a du sang sur les écrans à chaque fois que le sujet est abordé. Donc, je pense qu'il faut rester sur des sujets factuels, scientifiques, parce qu'il y en a quand même des rapports scientifiques et des rapports factuels, je pense, entre le nucléaire versus les énergies renouvelables, les émissions carbone des uns des autres, scope 1, scope 2, scope 3, etc. Donc, je pense qu'on a plein de données aujourd'hui. Il y a plein d'institutions qui se posent et qui sortent de nombreux rapports que je peux lire au fur et à mesure parce que justement, ma cher Stéphane me les envoie quotidiennement. Donc, c'est un vrai sujet aujourd'hui qui doit être porté, on le sait, par les politiques, par les financiers. C'est des enjeux stratégiques majeurs et donc non, c'est quelque chose qui effectivement n'est pas absolument pas banal. Peut-être, Olivia, pour compléter ton propos, effectivement, comme tu le disais, il y a du sang sur les écrans à chaque fois qu'on parle de nucléaire parce qu'il y a des gens pour et des gens contre. Peut-être que du coup, au-delà de ce débat constant, il faudrait rappeler, et Stéphane, tu nous le rappelles régulièrement, et c'est ce qu'il faut, avant de savoir quelle énergie on consomme, il faut se demander si on n'en consomme pas trop et on est gourmand en énergie. Donc, oui, le nucléaire, c'est merveilleux sur la partie carbone puisque c'est décarboné. Oui, le nucléaire, c'est pas top sur la partie déchets, risque d'accident parce que ça a ses contraintes aussi. Mais quoi qu'il arrive, si on veut tenir et si on veut aller vers un monde de demain qui tienne la route, il faudra d'abord, avant tout, réduire notre consommation. Et c'est peut-être le point qu'on oublie souvent dans ces débats-là. Et aujourd'hui, effectivement, quoi qu'il arrive, si on se projette à augmenter notre consommation de 20% par an, on n'y arrivera pas. Donc, c'est peut-être le premier point. Et le deuxième, c'est que dans tous les cas, vive les mix énergétiques. Il faut peut-être un petit peu de nucléaire, mais pas en être tout à fait dépendant, un petit peu d'énergie renouvelable, un petit peu de tout un tas de choses différentes parce qu'on ne peut pas être dépendant qu'à une seule énergie. C'est peut-être le message, en tout cas, que pour ma part, je voudrais faire passer. Et toi, Eric, du coup, on t'a compris tout à l'heure que tu étais plutôt encourageant sur le nucléaire. En tout cas, c'est quelque chose que tu avais envie de partager avec nous. Est-ce que tu veux rajouter un mot sur le sujet? Alors, surtout de dédiaboliser le sujet, c'est-à-dire que d'avoir des centrales atomiques partout, le principe c'est d'avoir une vision la plus dépassionnée et rationnelle possible. Donc j'avais mis sur mes slides un organisme onusien comme le GIEC qui s'appelle l'UNSCEAR, qui a publié, alors c'est des scientifiques qui sont indépendants, hein, qui ont publié plein de rapports scientifiques sur le risque nucléaire. Et on peut regarder ça quand même assez différemment. Par exemple, à Fukushima, il n'y a pas eu de mort suite à des radiations, par exemple, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et par rapport au nucléaire, il y a quand même des choses qui relèvent du fantasme. Évidemment, ça reste quelque chose qui doit être contrôlé et qu'on doit envisager avec beaucoup de précautions. Mais globalement, et pour rejoindre aussi ce que dit Sarah, c'est que il n'y a pas une seule bonne solution. Il y a plein de solutions qu'il va falloir mélanger. Il va falloir faire une popote avec plein de solutions innovantes. Et aussi être beaucoup plus frugal. Ça, c'est un vrai sujet. Mais là, je reviens au métier de conseiller financier, c'est-à-dire que dans le monde de demain qui s'annonce, si on consomme moins, il y a des acteurs qui sont gros actuellement qui risquent aussi de disparaître. Sans pas forcément parler de contraction économique ou autre chose, il faut savoir ce qu'on veut aussi. C'est pour ça que le sujet, en fait, il est assez complexe. C'est ça, on a des défis actuellement, parce qu'on est dans des sujets pluridisciplinaires, holistiques. C'est très difficile d'en faire une synthèse. Et il va falloir jouer avec des compromis, et des fois des compromis qui sont pas forcément si intuitifs que ça. Le nucléaire, c'est un exemple. Je pense qu'il faut essayer de le voir avec le plus de sang-froid possible. Et voilà. Mais je pense que je suis complètement d'accord avec ce que disait Sarah, il va falloir consommer sans doute moins. Mais ça veut dire que consommer moins, ça a des grosses répercussions quand même, hein. Quand on crée une allocation d'actifs, si on consomme moins, ça veut dire que notre économie va être en rupture aussi. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs actuellement qui peuvent avoir des activités dans des domaines qui sont peut-être non essentiels et qui pourraient se sentir, ou un modèle économique qui va devenir une espèce d'anachronisme par rapport aux défis que nous allons avoir dans les années à venir.
Donc c'est Tout un à fait, sujet Eric. global. Et pour compléter ton propos, effectivement, aujourd'hui, il y a pas mal d'études, et je crois que je ne sais plus si c'était Alain Grandjean ou Gaël Giraud qui avait fait cette thèse, mais qui démontrait la corrélation entre PIB et consommation énergétique. Donc, c'est pas anodin quand je vous dis si on veut y arriver, il faudra réduire notre consommation d'énergie. Quelque part, ce que je sous-entends derrière, c'est que si les deux sont corrélés, on risque aussi de faire baisser ce fameux indicateur croissance économique, le sacro-saint indicateur. L'occasion d'ailleurs d'en profiter pour faire une rapide com sur un webinaire qui aura lieu très bientôt, où Olivia, tu seras dedans, où on parlera justement de comment aborder cette question de la décroissance économique. Est-ce qu'on peut en parler posément et en débattre intelligemment? Mais c'est rattaché finalement parce qu'aujourd'hui, si on veut y arriver, il faut baisser la consommation d'énergie. Il y a une corrélation démontrée mathématiquement entre les deux, donc il faut qu'on puisse en parler. Et bon, voilà. Pour ma part, je considère que c'est les indicateurs qui doivent évoluer. On doit en prendre d'autres et on dormira bien mieux la nuit quand on commencera à s'intéresser à d'autres indicateurs. J'aimerais beaucoup, par exemple, justement, qu'on ait un indicateur qui nous permet de mesurer l'augmentation de la qualité de ce qu'on produit avec une réduction d'énergie de l'autre côté. C'est-à-dire, si je sais faire de la croissance et en plus de ça, en réduisant ma consommation d'énergie, cet exercice de décorrélation, il est super parce qu'il démontre une vraie progression de nos comportements. Peut-être, je vois qu'on a encore beaucoup de questions. Kim, est-ce que tu veux dire un mot sur le nucléaire en complément pour celle-ci? Après, on clôture le sujet nucléaire pour aborder. Non, ça a l'air d'aller. Super. Je suis pas compétent, je suis un peu biaisé sur le sujet, donc non. Ça marche, Kim, pas de souci. Pour reprendre les questions dans l'ordre, on avait une question de Philippe qui nous parlait du livret de développement durable et solidaire. Je crois que maintenant, il y a un S au bout. Est-ce que les banques et la CDC diffusent de l'information sur les investissements ESG, ISR? Ce serait un premier pas pour ce type d'information. Alors, pour ma part, j'ai qu'une seule donnée. Je l'ai ressortie sur mon écran de l'autre côté. Elle est de 2017. Donc, si quelqu'un a quelque chose de plus récent, je suis preneuse. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'en 2017, on nous disait il y a 104 milliards déposés sur ces fameux livrets de développement durable. À peu près 60% gérés par la Caisse des dépôts, à peu près 40% gérés par les banques. Et ensuite, que deviennent ces montants? Côté Caisse des dépôts, on nous dit que 7 € sur 10 ou 70% sont des prêts d'intérêt général pour les logements sociaux, les politiques villes, donc ça va plutôt vers le public et le social. Et ensuite, on a 30% qui disent actifs financiers, Quesaco, je ne sais pas. Et côté banque, sur 40% donc de l'ensemble, on a du prêt au PME. Alors, est-ce que dans ce prêt au PME, il y a des indicateurs ISR, ESG? Pas à l'époque en tout cas, ou pas à notre connaissance. Et pour le reste, on nous dit il y a 10% apparemment qui iraient pour du prêt, pour financer des économies d'énergie dans le bâtiment, et 10% de autres. Je ne sais pas ce que c'est non plus. En clair, est-ce que c'est transparent? Sur les données que j'ai de mon côté, pas franchement. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a quelque chose de plus récent que ces chiffres-là. Et si ce n'est pas le cas, j'ajouterais que justement, on a un mouvement, je crois que c'est Eva Sadoun, qui a lancé une pétition sur le sujet pour qu'on gagne en transparence, pour qu'on en sache plus sur le sujet et pour que les pratiques évoluent. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à taper pétition LDDS sur Google, Eva Sadoun, vous allez retrouver la pétition, allez porter votre voix et peut-être qu'un jour, on aura plus d'informations sur le sujet. En tout cas, pour le moment, je crois que malheureusement, le livret de développement durable n'emporte que le nom en termes de développement durable. Et il y a beaucoup à faire. Et si d'autres personnes ont des chiffres, n'hésitez pas à nous les donner parce que ce n'est pas très transparent visiblement. Et on est à l'affût d'informations sur le sujet pour encourager les bonnes pratiques. Pour continuer… Je veux bien répondre aux questions de Philippe et Clara, là, parce que je pense qu'elles sont liées. Je pourrais répondre d'un coup. Vas-y, Kim, on t'écoute. Sur le SG et sur les outils qui sont disponibles pour les CGP, oui, il y en a plein. Déjà sur le premier volet, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des outils qui peuvent aider les CGP à voir plus clair. Le problème, c'est qu'il faut voir le niveau de transparence et le niveau de technicité auquel on arrive. Et je crois qu'il faut bien comprendre ce que c'est l'ESG et comment ça fonctionne et la difficulté que vous avez à remonter et à démonter l'information. Quand on dit ESG, ça a l'air simple comme ça. C'est-à-dire on va juger une entreprise sur ces 3 critères ESG. Simplement, déjà, première question, c'est où est-ce que vous allez trouver l'information? Est-ce que c'est l'entreprise qui vous la donne, ce qui n'est pas toujours évident, ou est-ce que vous allez la retrouver dans des agences qui vous donnent des données? Et Sarah le sait bien, les données, elles ne sont pas toujours cohérentes. Vous allez prendre 2 agences différentes, une agence américaine, une agence française, vous allez avoir des données complètement différentes, donc il faut déjà voir la difficulté. Puis en plus, après, vous vous retrouvez avec 100 données, des centaines de données, que vous allez devoir agglomérer pour vous faire une opinion. Et donc, comment vous faites? Et rien que sur ces 3 étapes-là, et nous on le voit dans le cadre des audits qu'on fait avec Olivia, il y a une multiplicité d'approches, de types de calculs, de méthodologies qui sont tous valables, mais qui arrivent à des scores différents et qui sont utilisés en plus de façon différente.
Et donc, je dirais qu'après, dire, voilà, on arrive avec des outils qui disent, bah, oui, l'ESG est pris en compte. Pour moi, c'est oui, mais c'est très faible. Ce qu'on voudrait savoir, c'est quel ESG on parle, comment c'est fait, comment c'est démonté. Ça, c'est notre travail en tant qu'auditeur, mais ça prend un temps de fou. Et je ne pense pas qu'on puisse arriver à un système de masse aujourd'hui qui soit suffisant et cohérent sur ces questions-là. Enfin, j'en ai pas vu qui me satisfasse à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose. Et la multiplication des initiatives qu'évoque Clara, oui, on connaît bien Vincent, puisqu'il était il était au dernier webinar organisé par Sarah, donc on connaît bien. On suit aussi son initiative Clean Score, qui est une nouvelle initiative. Donc voilà, c'est des choses. Je ne suis pas contre, je pense qu'il y a plein de bonnes idées là-dedans. Le problème, c'est qu'à un moment, si on multiplie les initiatives comme ça et les référentiels comme ça, comment on va faire, quoi? Ils sont tous intéressants et tous très médiatisés. Et puis Vincent est un parmi d'autres, il y en a plein. Le problème pour moi, c'est la multiplication de ces initiatives. Je ne vois pas. Alors qu'on devrait aller plutôt dans l'autre sens, et on va plus aller dans un sens de lisibilité et de transparence. Et si on multiplie les référentiels, comme ça, on va plus savoir à quel sens jouer. Et je pense que ça ne va pas forcément aider. Alors malheureusement, effectivement, l'État ne prend pas toujours ses responsabilités là-dessus. C'est bien qu'il y ait des privés qui avancent, mais je ne sais pas où est-ce qu'on va avec tout ça, quoi, en fait. C'est un peu ma question. En tout cas, c'est mon avis là-dessus. Et peut-être pour compléter ce que tu dis, Kim, sur la question de ces nombreuses initiatives, nous, on le voit côté data. La question aussi, c'est le taux de couverture. C'est-à-dire que c'est génial d'avoir une montagne d'initiatives, mais si chaque initiative analyse 200 boîtes, 500 boîtes, bah, quand on est gestionnaire d'actifs et qu'on a besoin d'analyser tout un univers, 3500, 4000 entreprises à l'international, 8000, 10 000, bah, en fait, on ne trouve pas l'info pour analyser l'univers. Et donc, si j'ai ce problème-là, je ne peux pas forcément utiliser ces données pour me faire labelliser ISR. Je ne peux pas forcément analyser dans mon univers ce qu'il faudrait que j'exclue si je prends un pourcentage d'exclusion et je suis coincée. Donc finalement, en fait, toutes ces initiatives démontrent qu'il est possible de développer plein de méthodologies. Elles sont, pour la plupart, même pour les petites initiatives qui ne sont pas encore très connues, parfois les méthodologies sont géniales. Mais le défi, c'est comment on fait pour que ces petites initiatives, demain, soient une norme et puissent toucher pas seulement la France, mais l'Europe, les États-Unis, les entreprises en Asie. Comment on fait, voilà, Ouais. Et il avec faut tout se mettre ça. Et du ça, côté c'est un des vrai sociétés défi, de quoi. gestion aussi. Il faut se mettre du côté C'est des ça. sociétés de gestion et je leur jette pas enfin, je veux dire, voilà, on sait bien les défauts qu'ils ont et ils sont là pour faire du business, c'est clair. Mais la difficulté, il faut bien le comprendre aujourd'hui, et Sarah le voit bien avec nous, c'est que quand on a une multiplication des couches de réglementaires, plus les labels, c'est une société de gestion pour un fonds, ils peuvent être obligés de répondre à disclosure, à l'article 29, qui est la transcription française qui est différente, aux contraintes de l'AMF 2020-03. S'ils ont 2-3 labels sur le fond, ils ont 3 référentiels différents. Et au bout du compte, sur le fond, je pense que vous arrivez à l'effet inverse de ce qu'on voulait faire au départ, c'est-à-dire on arrive à un effet de greenwashing, parce que comme on n'arrive pas à remplir toutes les cases, on fait un truc de base et on arrive à l'effet inverse de ce qu'on voulait faire. Et si on multiplie les initiatives comme ça, où on demande à tous les fonds de cocher toutes les cases de toutes les initiatives, on va avoir un vrai problème au final qui est déjà assez complexe aujourd'hui dans l'ensemble. Et on en termine toujours avec ce pro, la balle est dans le camp du régulateur. On veut des standards. On en a besoin. Il en faudra. Je vois qu'il est 13h12. Le temps passe. Je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. Dites-moi si j'en ai loupé une, mais je crois qu'on a fait Et le tour. Hugo avait prévenu qu'on dépasserait, donc c'était pas. Voilà, donc voilà, on a fait nos 15 minutes Nous de sommes retard exhaustifs, réglementaire. Sarah. Nous avons été exhaustifs. Non, je pense Non, qu'on non. Eh Et ben, puis heureusement, génial. Stéphane est venu avec quelques questions et un petit débat sur le nucléaire que je voulais qu'on ait la dernière fois, donc c'est parfait. Non, bah, merci vraiment à tous. J'ajouterais juste une chose. On a beaucoup parlé de la donnée. Je pense que ça, il faudra qu'on réfléchisse aussi à un sujet là-dessus parce que nous, c'est nos travaux quotidiens. Et on voit en effet que nous, on est connecté en fait aux fournisseurs de données principaux et le taux de couverture sur les émetteurs est toujours de 80-90% sur un univers. Mais quand on creuse et qu'on regarde les données E, S et G sur ces univers-là, il est extrêmement faible en fait. Donc pour revenir à ce que tu disais, Kim, je pense qu'il va se passer un peu de temps avant d'avoir justement la donnée qui nous permettra d'avoir des stats et faire des probas sur tous les cas qu'on peut imaginer sur les futures règles à venir, quoi. Donc, merci à tous. On a été une cinquantaine à suivre le webinar, donc sur une période de vacances. Oui, c'est vrai. C'est les vacances. Les vacances. Oui, on le voit dans les chiffres. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va vous envoyer le support qui a déjà été mis en place. Le replay va vous être envoyé sur votre boîte mail. Et donc, avec Sarah, on va vous attendre pour le mois prochain sur un webinar qui va vous être, dont le sujet va vous être envoyé dans les jours qui viennent.
Et je peux même te donner déjà le sujet, Hugo, si tu le Ah, souhaites. ben, Je suis ravie de vous dire qu'on discutera biodiversité le mois prochain, ok. un sujet passionnant. Comment on mesure ces indicateurs de biodiversité? Et donc, on invite la 24 au Jean Eh ben Covici? absolument. Alors, j'aurais aimé, mais on a Mhm. même mieux que Jean Covici, puisqu'on aura Marianne qui sera avec nous et qui est du coup Marianne la sera là. dirigeante de Ok. Carbon 4 Finance. Et on Ok. aura aussi un représentant de la Caisse des dépôts pour parler de tout ça. Donc, un sujet Le très rendez-vous est intéressant. pris. Voilà, Mhm. le rendez-vous est pris, rendez-vous biodiversité le mois prochain. Et puis moi, je m'occupe du coup dès à présent de vous préparer le rendez-vous de décembre, qui sera le dernier de l'année. Pas encore ce qu'on va faire. Est-ce qu'on fera quelque chose? J'espère quelque chose de bien en tout cas. Peut-être les RTS, qui sait. Si on a fini de les lire d'ici là, on Un beau pourra cadeau vous de en dire Noël, plus. Sarah, les RTS. Voilà, ma nouvelle lecture sur la table de chevet. En tout cas, merci à tous. C'était comme toujours absolument passionnant. J'ai passé un excellent moment avec vous et j'espère que nos participants aussi du coup. Je vous souhaite en tout cas une bonne après-midi. Il est 13h15, quart d'heure respecté en termes de retard. Merci à tous et on se donne rendez-vous le mois prochain. Merci Au beaucoup. revoir tout le monde. Merci à tous, à bientôt.